Je suis très heureux de me retrouver dans cet amphithéâtre auprès d'Alain Bintolila, parler d'écran et d'apprentissage. À mon âge, il m'arrive de consulter mes archives et Alain se souviendra peut-être qu'il y a 20, 25 ans, 30 ans, dans ce même amphithéâtre, lors de ce qui s'appelait à l'époque les entretiens Nathan, j'avais rendu compte d'un travail que j'avais mené avec des élèves de 6e. C'était un travail extrêmement simple qui consistait à comparer la compréhension du schéma narratif sur un film, qui est un film assez particulier et que vous connaissez tous, c'était Le train sifflera 3 fois, selon que ce film était vu à la télévision ou qu'il était vu au cinéma. Et j'avais observé à l'époque que la compréhension du schéma narratif par les élèves qui avaient vu le film au cinéma était considérablement supérieure à celle de ceux qui avaient vu le film à la télévision, puisque 87% des élèves avaient compris que le temps du film était superposé au temps de l'action, ce qui est très visible quand on voit le film, puisqu'il y a l'horloge en permanence qui apparaît dans l'écran, alors que simplement 12 à 15% des élèves qui avaient vu le film à la télévision avaient repéré le même événement. J'avais à l'époque fait un certain nombre d'hypothèses pour permettre de comprendre cela. Alors, à l'école, le cinéma, c'était ensemble dans une salle noire. La télévision, c'était à la maison, en faisant autre chose en même temps. Éventuellement, mais la télécommande n'en était qu'à ses débuts en changeant de chaîne en cours d'émission. Mais ça m'avait frappé et d'entrée de jeu, il m'a semblé que peut-être, alors contrairement à ce que dit Michel Desmurgier, on ne peut pas dire tous écrans confondus. Et je plaiderai ici en particulier pour qu'on sépare très clairement l'écran du cinéma des autres écrans qui envahissent aujourd'hui la vie de nos enfants. Je crois qu'il ne faudrait pas jeter à cet égard le bébé avec l'eau du bain. Nos enfants ont besoin du cinéma parce que le cinéma est une vraie culture, parce qu'il y a un certain nombre de films qui font partie de notre patrimoine et qui sont à cet égard des œuvres culturelles majeures qui nous permettent de nous comprendre et de comprendre le monde, et parce que le cinéma est un excellent apprentissage à la pensée linéaire, à la compréhension du schéma narratif, parce que le cinéma, contrairement à la télévision et surtout à sa matrice qui est la télé-réalité, le cinéma comporte l'ellipse et comporte le hors-champ. C'est-à-dire le cinéma laisse la place à l'intelligence. La télévision, et c'est une formule que j'avais employée à l'époque, bascule le plus souvent dans l'obscène. L'obscène, c'est quand tout est montré, et quand tout est montré, il n'y a plus rien à penser. Alors, à partir de là, je voudrais aujourd'hui prendre un tout petit peu de recul sur cette question des écrans. J'avais intitulé mon intervention « Et si savoir empêcher de comprendre ?» Alors ce titre, j'en ai bien conscience, est à la fois d'une grande banalité et d'une grande provocation. C'est d'une grande banalité parce que « Et si savoir empêcher de comprendre ?» c'est au fond un renvoi à la grande tradition philosophique, socratique. Le sage est celui qui sait qu'il ne sait rien et qui peut donc s'engager dans de nouveaux apprentissages. Tradition qui va de Platon à Descartes. Nous sommes dans les entretiens Descartes, et Descartes, vous le savez, c'est l'éloge du doute, de la mise en question. Et c'est donc la reconnaissance que nous ne savons pas et que nous devons mettre en doute ce que nous savons. Mais cette question, et si savoir empêcher de comprendre, résonne pour moi aujourd'hui d'une manière un peu différente au regard précisément des écrans et des écrans en particulier portatifs reliés au numérique. Pourquoi ? Parce que le progrès technologique qui porte la multiplication de ces écrans nous fait miroiter sans cesse à l'horizon un monde idéal où l'on pourra un jour savoir sans apprendre et sans comprendre. C'est le triomphe des savoirs procéduraux, c'est le triomphe des savoirs ponctuels que nous fournit facilement notre smartphone ou notre téléphone. Je suis dans la campagne, je peux sortir mon smartphone, je peux utiliser l'application PlanteNet par exemple, et je peux identifier telle plante. L'application PlanteNet me dira il s'agit de telle fougère. Très bien, je saurai la nommer. Que saurais-je de plus sur pourquoi elle est là ? Pourquoi c'est une plante éphémère ou au contraire vivace? Quel est son environnement? Quel est l'écosystème qui favorise sa croissance? Je ne sais rien de tout ça. Je sais nommer et surtout, je crois que je sais quelque chose quand je sais que cette plante est une fougère. En réalité, je sais la nommer, mais je ne sais pas grand-chose. J'ai tout au plus une connaissance et en rien un véritable savoir, c'est-à-dire que je ne maîtrise rien de ce qui me permet de comprendre le monde, prendre avec, comprendre pourquoi le monde est fait comme ça, quelle place j'ai dans ce monde, comment il est organisé et comment je peux agir sur lui. Alors, bien sûr, tout cela existe,
Et tout cela me semble renvoyer à un paradigme que j'avais étudié un jour à la demande de Régis Debray en médiologie. Vous savez, Régis Debray a fondé cette discipline qui consiste à se demander quelle est l'influence des objets sur le mode de fonctionnement et sur l'organisation mentale et l'organisation de la culture. Et j'avais étudié à cet égard, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, l'influence d'un objet très particulier qui est la télécommande. La télécommande, qui est aujourd'hui systématisée un peu partout, que j'avais appelé à l'époque un phallus high-tech, parce que ça en a la forme, et c'est en même temps de très haute technologie, et que c'est surtout l'instrument de la toute-puissance. Je peux, avec la télécommande, suivre toute une série d'émissions quasiment en même temps. Je peux changer d'émission, couper la parole à qui je veux, quand je veux. La télécommande qui renvoie à ce que j'appelle la pulsion infantile par excellence. La pulsion infantile par excellence, qui est la pulsion de celui qui cesse d'être attentif quand il n'est plus intéressé, de celui qui change systématiquement de programme dès lors que la stimulation diminue, de celui ou de celle qui pense que le monde se réduit à ce qu'il en voit et qu'il a tout pouvoir du moment qu'il a un joystick, un appareil ou une télécommande dans la main. Or, ce que j'ai travaillé depuis et ce que j'ai observé dans mes entretiens avec les enfants et surtout les adolescents, c'est que la télécommande est devenue une matrice complètement hégémonique. Elle est devenue hégémonique parce que le portable, et en particulier le portable avec les applications que nous avons tous plus ou moins, je ne parle pas du portable à clapper qui ne permet que de téléphoner, mais le portable, c'est en réalité l'assomption de la télécommande. D'une certaine manière, c'est la connexion directe, préfigurée, du monde et notre cerveau. La prochaine étape, c'est penser, nous ferons. Aujourd'hui, c'est taper, nous ferons. Parler, parce qu'il y a les objets connectés, nous ferons. Bientôt, penser, vous ferons. Désirer, nous ferons. Soyez esclave de votre corps primaire, soyez dans un registre totalement pulsionnel. Le monde est là à votre portée. Vous pouvez décider à chaque instant d'avoir ce que vous souhaitez. Vous n'avez qu'à demander, vous serez exaucé. Alors bien sûr, cela est très largement une illusion parce que toutes ces applications sont gérées par des algorithmes qui en réalité nous manipulent alors que nous croyons les manipuler. Nous vendons nos données à Google et à tout le reste. J'attends d'ailleurs avec impatience que l'Éducation nationale interdise clairement l'utilisation de Google dans les classes. Il y a des logiciels indépendants qui ne sont pas Google, qui pourraient parfaitement être utilisés, logiciels indépendants qui ne vendent pas les informations que vous leur donnez. Parce que chaque fois que vous consultez Google, vous lui donnez à Google des informations que Google va vendre à d'autres. Et ce moteur de recherche qu'est Google, il donne la priorité à quoi? Eh bien, évidemment, à l'attractivité sur la vérité. Ce qui arrive en tête, c'est ce qui est attractif, ce n'est pas évidemment ce qui est le plus vrai. Et avec Google et les moteurs de recherche, nous voyons monter, dans le cadre de ce qui a été évoqué par mon collègue, les réseaux sociaux, ces fake news, ces théories du complot qui aujourd'hui constituent des sortes de certitudes alternatives dont, pour ma part, je considère qu'elles font considérablement de dégâts. J'ai eu la chance, il y a 3-4 ans et jusqu'à l'an dernier, de participer à l'opération lancée par la Fondation de France « Tu ne m'auras pas », autour de la lutte contre les théories du complot au collège. Qu'est-ce que nous avons observé? D'abord que les théories du complot les plus extravagantes sont extrêmement répandues. Il y en a infiniment plus que nous ne croyons. Pour nous, il y en a 2 ou 3. Il y a le 11 septembre, il y a la Lune, il y a les Martiens qui ont construit les pyramides d'Égypte. En réalité, des théories du complot, il y en a infiniment plus et elles sont extrêmement nombreuses. Je n'ai évidemment pas vous les citer toutes. Or, en quoi les théories du complot sont-elles significatives de l'interdit de comprendre d'une certaine manière? C'est parce qu'elles constituent des sortes de savoirs absolus qui se donnent comme définitifs, qui permettent une lecture du monde quasiment spontanée et immédiate et qui bloquent toute recherche et toute investigation qui pourrait venir les contredire ou les remettre en cause. Au fond, les théories du complot, les fake news, ça nous comble. Et ce qui nous comble, nous bloque. Nous bloque dans nos apprentissages, nous bloque dans notre désir d'aller au-delà de ce que nous savons, nous bloque dans notre désir de comprendre. Et nous voyons là à quel point, effectivement, le désir de savoir peut devenir un obstacle énorme au désir de comprendre. Savoir comment le monde est fait, qu'il est simplement structuré en croyants et mécréants.
Savoir que le monde est aux mains d'un groupe de conspirateurs qui enferment les enfants dans les arrière-boutiques des fast-food. Savoir que tout ce que nous vivons a été décrit par un mage, Nostradamus ou un autre. Savoir tout cela est extrêmement sécurisant. Mais surtout, savoir tout cela fait que dès lors qu'on le sait, on n'apprend plus. On dispose d'une compréhension du monde avec une théorie du complot. Mais c'est une compréhension a minima. C'est une compréhension le plus souvent manichéenne, caricaturale, extrêmement séduisante, mais évidemment extrêmement limitante. C'est une compréhension qui bloque, c'est une compréhension qui en réalité est un obstacle au désir d'apprendre. Alors il y a un lieu commun aujourd'hui, c'est que tous les enfants désireraient apprendre, que les enfants seraient spontanément curieux. Je n'en crois rien. Je crois que peut-être tous les enfants désirent savoir, mais ce que je vois dans les classes, c'est des élèves qui désirent savoir sans apprendre, c'est-à-dire sans faire d'efforts, sans remettre en chantier leur travail, qui désirent savoir à l'économie et pour lesquels, effectivement, les écrans et leur lot de simplification de toutes sortes peuvent apporter des réponses. Alors oui, il faut se poser la question des rapports entre un désir de savoir qui serait comblé par une espèce d'économie du marché des certitudes. Et cette économie du marché des certitudes, elle circule très largement dans notre société et qui viendrait buter contre un désir d'apprendre qui, lui, serait celui qui se construit lentement dans la scolarité. Le désir de savoir, c'est le désir de savoir tout de suite, immédiatement. Le désir d'apprendre se construit dès lors qu'on prend le temps, qu'on sursoit à l'acte, qu'on accepte la remise en question de ses représentations. Le désir de savoir, c'est toujours avec le moins d'efforts intellectuels possible. Le désir d'apprendre, c'est en engageant une démarche de recherche, d'interrogation, de documentation, de confrontation avec autrui. Le désir de savoir, c'est pour accéder à une certitude qui me comble et à laquelle je vais m'accrocher. Le désir d'apprendre, c'est pour faire dialoguer, et c'est un dialogue infiniment difficile, mes convictions avec mes connaissances. C'est ça qui se joue au cœur de l'émancipation. La capacité à faire dialoguer les convictions, ce que l'on croit, avec les connaissances, ce que l'on apprend et on sait, ne pas s'enquister sur ses convictions, ne pas récuser les connaissances, ne pas non plus imaginer qu'on peut avoir des connaissances sans conviction, bien évidemment que ce serait faux. Ce qui crée l'autonomie intellectuelle et qui nous permet de progresser, c'est ce dialogue permanent et ouvert entre nos convictions et nos connaissances qui est au cœur du désir d'apprendre et de comprendre. Quand je désire savoir, eh bien, je me contente de nommer, de classer, de reproduire des schémas préétablis. Je juxtapose des connaissances ponctuelles et déclaratives dogmatiques. Je perçois le monde comme un ensemble de catégories figées. C'est vrai des connaissances que nous fournissent les applications d'Internet, mais c'est vrai aussi des théories du complot et c'est vrai de toutes les formes de radicalisme mortifère. Le désir d'apprendre, lui, ne me renvoie pas au monde comme ensemble de catégories figées, comme dogmes définitifs auxquels je dois m'accrocher, mais le désir d'apprendre et de comprendre me renvoie au monde comme un écosystème en devenir dont je fais partie et que je n'ai jamais fini d'explorer. Explorer. Je pourrais insister longuement sur ce verbe explorer tant il est fondamental pour moi. Il est fondamental parce qu'il renvoie à une démarche qui est celle de quelqu'un qui ne s'enquiste pas sur la certitude, sur une certitude qui lui confère une identité, mais qui accepte de s'engager et de naviguer dans les incertitudes, non pour y patauger et pour s'en satisfaire, mais parce qu'il est animé par l'exigence de précision, de justesse et de vérité. Au cœur de la compréhension, il y a ça. Et au cœur de l'acte pédagogique, il y a cette question. Nous transmettons des savoirs, certes, des habiletés aussi. Mais transmettons-nous l'exigence de précision, de justesse et de vérité? Parce que si, quand les enfants sont en classe, ils ne sont exigeants que parce que je suis derrière leur dos, quand je ne serai plus derrière leur dos, ils ne seront plus exigeants. La question, c'est donc bien celle de l'intériorisation de l'exigence. Qu'est-ce qui fait que l'enfant s'attachera à être précis dans ce qu'il dit, à être rigoureux dans ce qu'il explique? Qu'est-ce qui fait que l'enfant s'attachera à aller toujours plus loin dans les apprentissages, la compréhension de soi et du monde? Alors oui, nous avons vu de beaux exemples dans la première partie de cet après-midi de dispositifs pédagogiques qui précisément permettent cela. Et je veux rendre hommage
à ses collègues qui ont mis en place ces dispositifs. Je crois que, en réponse à la question qui a été posée, ils peuvent être transposés au niveau du collège, du lycée et même de l'université. Je crois qu'on peut travailler dans un séminaire de doctorat sur de la reformulation d'hypothèses. On peut lire l'introduction d'une thèse et puis la reformuler un peu comme les enfants le faisaient dans le film que nous avons vu tout à l'heure. Et on apprend toujours à faire cela. Parce que la reformulation est bien évidemment au cœur de la compréhension dès lors qu'elle est animée précisément par l'exigence d'aller toujours au plus près du plus vrai et du plus juste. Alors oui, il faut transmettre cette exigence-là et n'ayons aucun scrupule, disons-le, cette exigence, quand nous la transmettons, nous faisons acte de résistance par rapport à un usage particulièrement d'emprise, un usage d'aliénation même que peuvent avoir un certain nombre d'écrans. Nous faisons acte d'émancipation parce que nous aidons les élèves à se désengluer de ce chaos du flux d'images dans lequel ils baignent en permanence. Nous aidons les élèves à prendre de la distance avec cela. Et nous aidons les élèves, et c'est cela, mes amis, pour moi, le plus bel enjeu de l'enseignement, à passer de la jouissance du connaître à la jouissance du chercher, à la jouissance du tout savoir ou du croire tout savoir, à la jouissance de l'aventure de l'apprendre et du comprendre. Alors vous voyez bien que pour moi, il y a quelques perspectives pédagogiques qui s'imposent. Bien sûr, développer le monitorat entre élèves, demander à chaque élève d'expliquer à d'autres ce qu'il sait, c'est un enjeu fondamental. Chaque fois qu'un élève explique à un autre, il rencontre en la résistance de l'autre une occasion de mieux construire ce qu'il sait. Et donc, il rencontre dans cette interaction ce conflit socio-cognitif qui est au cœur de la construction de l'intelligence. Mais on peut aller plus loin. Problèmes ouverts, situation-problème, dès lors que, bien sûr, et je rebondis sur ce qu'a dit Marie Bianco tout à l'heure, l'ouverture du problème n'est pas incompatible avec l'explicitation de la consigne et de la démarche. On présente souvent les choses d'une manière trop caricaturale, en opposant la recherche avec un enseignement direct où tout est explicite. Moi, je crois à l'enseignement explicite, mais je crois que ce qui est explicite, c'est la consigne, la démarche, la mise à disposition des ressources, l'identification des contraintes qui permettent à l'enfant, qui permettent à l'adolescent et à l'adulte d'effectuer un apprentissage de manière autonome. Des enquêtes, bien sûr, des exposés, tout cela, vous savez, c'est absolument essentiel, c'est fondamental, et c'est fondamental, bien sûr, que l'école se mette sérieusement dans ce travail-là, un travail qui permettra peut-être à un certain nombre d'enfants de résister à la fascination de l'écran, à résister à l'attention, qui est l'attention réflexe, pour accéder à l'attention focalisée dont mon collègue Michel Desmurger vous a parlé tout à l'heure. Alors je conclus, puisque je regarde ma montre pour ne pas empiéter sur le discours du ministre, je conclus en nous disant que je ne pense pas que nous puissions abolir les écrans. Mais je ne pense pas non plus que nous devions faire de l'école une école entièrement numérique. Je me méfie de toutes les songeries autour du learning analytique et je vois mal que l'école devienne une juxtaposition d'individus, chacun devant leur ordinateur, avec un logiciel adapté à la structure de leur intelligence par les miracles de l'intelligence artificielle, et tous reliés sur à un grand ordinateur, évidemment situé sur les îles Caïmans pour être défiscalisé. Je ne vois pas cela à l'horizon comme une songerie intéressante, au contraire, j'y vois une menace contre l'idée même de l'école comme un lieu de rencontre où on apprend ensemble, avec la figure tutélaire du maître qui garantit que chacun a accès à l'échange des savoirs et que nul n'en est exclu. Je vois une menace d'un monde qui deviendrait virtuel, entièrement individualisé, mécanisé, et qui serait essentiellement structuré sur la sidération de l'image et la surenchère des images pour capter l'attention réflexe. Alors, il faut lutter contre les écrans, on peut le faire à l'école, mais il faut aussi, pour lutter contre les écrans, peut-être s'interroger sur la manière dont on pourrait parfois se passer des écrans. Moi, je considère par exemple que ce n'est pas forcément un progrès que l'utilisation systématique de pronotes par rapport à des outils anciens qui étaient le carnet de correspondance. Alors sans doute est-ce dû à mon âge, mais je pense que ce n'est pas un vrai progrès. Je pense que ce n'est pas un vrai progrès
quand on utilise l'ordinateur pour ne pas faire de l'écriture longue à la main sur un cahier. Je pense que ce n'est pas un vrai progrès quand on utilise systématiquement le TBI et qu'on dispense les élèves de passer à l'acte d'écrire. On a beaucoup parlé de la lecture et c'est bien normal. Pour moi, la compréhension, ça passe par la lecture et tous les dispositifs qui ont été évoqués sont évidemment très importants pour cela, mais ça passe aussi par l'écriture, et l'écriture longue en particulier. Je suis sidéré de voir des cahiers d'école qui ne sont composés que de photocopies collées dans lesquelles on termine des phrases et coche des cases. Priver des enfants d'un accès à l'écrit, d'une véritable entrée dans un écrit structuré, long, qu'on remet en chantier, qu'on retravaille, sur lequel on revient, qu'on affiche, dont on fait un chef-d'œuvre, priver les enfants de ça, c'est, je crois, les priver d'accès à la compréhension et à l'intelligence. Alors oui, il nous faut travailler, mais il nous faut travailler aussi en nous passant de l'ordinateur de temps en temps pour offrir des alternatives à l'écran. Je lisais récemment qu'au cours des vacances de Toussaint, qui représentent un pic énorme en matière de consommation d'écran, certains enfants, en particulier dans les milieux qu'on dit populaires et difficiles, sont restés entre 12 et 15 heures devant un écran par jour. 12 et 15 heures par jour pendant les vacances de Toussaint. C'est un pic qui fait froid, mais ce n'est pas simplement qu'il fait froid, il n'y a pas de colonie de vacances pendant les vacances de Toussaint. Il y a peu de centres sociaux qui accueillent les enfants. Il y en a, mais insuffisamment. Il n'y a pas de terrain d'aventure au bas des tours. Il n'y a pas cette offre d'activités alternatives aux écrans où les enfants pourraient rencontrer des objets, manipuler des objets sur un terrain d'aventure. On n'est pas avec son écran. On cloue, on scie, on s'essaye, on fait des choses et on les fait ensemble en plus. On se cause, on n'est pas chacun isolé devant son écran de smartphone ou d'ordinateur. Oui, je crois que nous avons besoin d'un sursaut sociétal pour offrir à nos enfants des alternatives aux écrans. Des alternatives aux écrans par un contact authentique avec la nature, par la rencontre avec des objets. Je voudrais que les enfants travaillent avec des artisans et comprennent qu'est-ce que c'est que faire un objet avec du bois, que pétrir la terre, qu'est-ce que c'est qu'un objet qui résiste à la toute-puissance, contrairement à cet écran et au joystick, contrairement à ces jeux vidéo où tout est réversible. Dans les jeux vidéo, tout est réversible. Vous tuez tout le monde, les gens se relèvent. C'est magnifique, c'est merveilleux. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de temps, il n'y a rien. Personne n'est blessé à vie. Mais si, dans la réalité, les gens sont blessés à vie, il y a des morts, il y a des gens qui restent sur le tapis. Il faut l'apprendre. Et il faut apprendre que les choses nous résistent. Quand je dois faire un meuble en bois, je découvre que le bois me résiste. Et découvrir que le bois me résiste, c'est aussi découvrir que la théorie d'Einstein me résiste. C'est difficile, c'est compliqué. Je dois entrer en travail avec elle. Je dois travailler pour elle et pour la comprendre, la prendre avec moi et en faire quelque chose avec quoi que j'aurais intériorisé. C'est Albert Jacquard, dont j'ai été un compagnon fidèle, qui prenait toujours cette métaphore que je trouve tout à fait amusante et superbe. Il disait, voilà le lapin, voilà la luzerne. Le lapin mange la luzerne. Et avec la luzerne, il fait quoi? Du lapin. Voilà le petit John, il fait des mathématiques. Et avec les mathématiques, il fait quoi? Non pas un bon élève en mathématiques qui restitue le savoir mathématique qu'on lui a donné le jour de l'examen et qu'il oublie le lendemain. Le petit John, avec les mathématiques, il fait un petit John qui a grandi, qui a compris, qui est plus autonome, qui sait regarder le monde autrement que ce qu'il le regardait avant. Alors oui, il nous faut permettre cela, permettre la recherche intellectuelle coopérative, permettre la collaboration, la coopération. Il faut le faire dans l'école, il faut le faire dans le tissu associatif, bien sûr. Il faut aider l'éducation populaire à apporter un vrai contrepoint au monde des écrans, par la fabrication, par la coopération, par la construction collective, mais il faut aussi agir auprès des parents. Je crois, je m'excuse de dire cela, ça n'est pas pour décourager mes collègues enseignants, je crois que l'école ne peut pas à elle seule et miraculeusement compenser les inégalités familiales. Elle a un pouvoir colossal, l'école, puisque, comme le dit parfois Alain Bintolila, un seul de nos élèves à qui nous disons un seul mot, nous pouvons changer sa vie et à travers lui changer le destin du monde. Bien sûr qu'elle a un pouvoir colossal, mais en matière d'inégalité, les inégalités sont trop importantes. Pendant les vacances de Toussaint, oui, il y a des enfants qui sont devant un écran 12 à 15 heures par jour. Il y en a d'autres qui vont au musée avec leurs parents, à qui leurs parents lisent des histoires, etc. etc. Et je crois que
quand ils reviennent à l'école, l'écart est très lourd. Alors bien sûr, j'admire les enseignants et tout ce qu'ils font pour lutter contre cet écart. C'est bien, c'est important. Mais je crois qu'il nous faudra aussi aider les parents et travailler avec les parents pour que ceux-ci puissent accompagner leurs enfants. Allez, je conclus puisqu'il est l'heure, mais je n'ai pas dépassé mes 25 minutes, Alain. Je conclus par une citation que j'aime bien, puis j'aime bien conclure par une citation parce que ça ouvre vers quelqu'un d'autre que soi. C'est une citation de Gadamer dans l'héritage de l'Europe. Il dit ceci: « C'est véritablement une tâche gigantesque qui se trouve assignée à chaque homme à tout instant aujourd'hui. Il s'agit de tenir sous contrôle ses préventions, son plein de pulsions, d'espoir et d'intérêt, et suffisamment pour que l'autre et le monde ne deviennent pas invisibles ou ne demeurent pas invisibles. Qu'on puisse donner raison à l'autre, qu'on doive avoir tort contre soi-même et contre ses propres intérêts, qu'on puisse suspendre ses pulsions pour regarder les choses et tenter de les comprendre, voilà qui est essentiel et voilà qui est désormais, disait-il, la tâche de l'éducation. » Voilà, merci de votre attention.